Le roman d'un enfant, chapitres 11 à 20. Gaspard, un petit chien courteau, lourd, pas bien de sa personne, mais qui était tout en deux grands yeux pleins de vie et bonne amitié. Je ne sais plus comment il avait été recueilli chez nous, où il passa quelques mois et où je l'aimais tendrement. Or, un soir, pendant une promenade d'hiver, Gaspard m'avait quitté. On me consola en me disant qu'il rentrerait certainement seul, et je revins à la maison assez courageusement. Mais quand la nuit commença de tomber, mon cœur se serra beaucoup. Mes parents avaient à dîner ce jour-là un violoniste de talent, et on m'avait permis de veiller plus tard pour l'entendre. Au premier coup de son archet, dès qu'il commença de faire gémir je ne sais quel adagio désolé, ce fut pour moi comme une évocation de routes noires dans les bois, de grandes nuits où l'on se sent abandonné et perdu. Puis je vis très nettement Gaspard errer sous la pluie, à un carrefour sinistre, et ne se reconnaissant plus, partir dans une direction inconnue pour ne revenir jamais. Alors les larmes me vinrent, et comme on ne s'en apercevait point, le violon continua de lancer dans le silence ses appels tristes, auxquels répondaient du fond des abîmes d'en dessous des visions qui n'avaient plus de forme, plus de nom, plus de sens. Ce fut ma première initiation à la musique évocatrice d'ombre. Des années se passèrent ensuite avant que j'y comprisse de nouveau quelque chose, car les petits morceaux de piano, remarquables pour mon âge, disait-on, que je commençais à jouer moi-même, n'étaient encore rien qu'un bruit doux et rythmé à mes oreilles. Ceci maintenant est une angoisse causée par une lecture qu'on m'avait faite. Je ne lisais jamais moi-même et dédaignais beaucoup les livres. Un petit garçon très coupable, ayant quitté sa famille et son pays, revenait visiter seul la maison paternelle après quelques années pendant lesquelles ses parents et sa sœur étaient morts. Cela se passait en novembre, naturellement, et l'auteur décrivait le ciel gris, parlait du vent qui secouait les dernières feuilles des arbres. Dans le jardin abandonné, sous un berceau aux branches dégarnies, l'enfant prodigue, en se baissant vers la terre mouillée, reconnut parmi toutes ces feuilles d'automne une perle bleue qui était restée à cette place depuis le temps où il venait s'amuser là avec sa sœur. Oh, alors je me levai, demandant qu'on cessât de lire, sentant les sanglots qui me venaient. J'avais vu, absolument vu, ce jardin solitaire, ce vieux berceau dépouillé et à moitié caché sous ses feuilles rousses, cette perle bleue, souvenir d'une sœur morte. Tout cela me faisait mal, affreusement, me donnait la conception de la fin languissante des existences et des choses, de l'immense effeuillement de tout. Il est étrange que mon enfance si tendrement choyée m'ait surtout laissé des images tristes. Ces tristesses étaient les très rares exceptions, et je vivais d'ordinaire dans l'insouciance gaie de tous les enfants. Mais sans doute les jours de complète gaieté, précisément parce qu'ils étaient habituels, ne marquaient rien dans ma tête, et je ne les retrouve plus. J'ai aussi beaucoup de souvenirs d'été qui sont tous les mêmes, qui font comme des taches claires de soleil sur la confusion des choses entassées dans ma tête. Et toujours la grande chaleur, les très profonds ciels bleus, les étincellements de nos plages de sable, la réverbération de la lumière sur les chaux blanches des maisonnettes de nos petits villages de l'île me causaient ces impressions de mélancolie et de sommeil que j'ai retrouvées ensuite, avec une intensité plus grande, dans les pays d'islam. Or, à minuit, il se fit un cri disant « Voici, l'époux vient, sortez au-devant de lui !» Et les vierges qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces. Puis la porte fut fermée. Après cela, les vierges folles vinrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il leur répondit « En vérité, je vous dis que je ne vous connais point. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. »
Après ces versets lus à haute voix, mon père ferma la Bible. Il se fit un mouvement de chaises dans le salon où nous étions tous assemblés, y compris les domestiques, et chacun se mit à genoux pour la prière. Suivant l'usage des anciennes familles protestantes, c'était ainsi tous les soirs, avant le moment où l'on se séparait pour la nuit. Puis la porte fut fermée. Agenouillée, je n'écoutais plus la prière, car les vierges folles m'apparaissaient. Elles étaient vêtues de voiles blancs qui flottaient pendant leur course angoissée, et elles tenaient à la main des petites lampes aux flammes vacillantes, qui tout aussitôt s'éteignirent, les laissant à jamais dans les ténèbres du dehors, devant cette porte fermée, fermée irrévocablement pour l'éternité. Ainsi un moment pouvait donc venir où il serait trop tard pour supplier, où le Seigneur, lassé de nos péchés, ne nous écouterait plus. Je n'avais encore jamais pensé que cela fût possible, et une crainte sombre et profonde, que rien dans ma foi de petit enfant n'avait pu me causer jusqu'à ce jour, me prit tout entier, en présence de l'irrémissible damnation. Longtemps, pendant des semaines et pendant des mois, la parabole des vierges folles hanta mon sommeil. Et chaque soir, dès que l'obscurité tombait, je repassais en moi ces paroles, à la fois douces et effroyables. « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. » S'il venait cette nuit, pensais-je, si j'allais être réveillé par les eaux faisant grand bruit, par la trompette de l'ange sonnant dans l'air l'immense épouvante de la fin du monde, et je ne m'endormais pas sans avoir longuement fait ma prière et demandé grâce au Seigneur. Je ne crois pas du reste que jamais petit être ait eu une conscience plus timorée que la mienne, à propos de tout. C'étaient des excès de scrupules qui, souvent incompris de ceux qui m'aimaient le plus, me rendaient le cœur très gros. Ainsi, je me rappelle avoir été tourmentée pendant des journées entières par la seule inquiétude d'avoir dit quelque chose, d'avoir fait un récit qui ne fût pas rigoureusement exact, à tel point que presque toujours, quand j'avais fini de raconter ou d'affirmer, on m'entendait balbutier à voix basse, du ton de quelqu'un qui marmotte sur un rosaire, cette même phrase invariable. Après tout, je ne sais peut-être pas très bien comment ça s'est passé. C'est encore avec une sorte d'oppression rétrospective que je songe à ces 1000 petits remords et craintes du péché qui, de ma 6e à ma 8e année, ont jeté du froid, de l'ombre sur mon enfance. À cette époque, si l'on me demandait ce que je voulais être dans l'avenir, sans hésiter, je répondais « Je serai pasteur ». Et ma vocation religieuse semblait tout à fait grande. Autour de moi, on souriait à cela, et sans doute on trouvait, puisque je le désirais, que c'était bien. Le soir, la nuit surtout, je songeais constamment à cet après, qui se nommait de ce nom déjà plein de terreur, l'éternité. Et mon départ de ce monde à peine vu pourtant, et rien que dans un de ces petits recoins les plus incolores, me paraissait une chose très prochaine. Avec un mélange d'impatience et d'effroi mortel, je me représentais, pour bientôt, une vie en resplendissante robe blanche, à la grande lumière radieuse, assis avec des multitudes d'anges et d'élus autour du trône de l'agneau, en un cercle immense et instable qui oscillerait lentement, continuellement, à donner le vertige au son des musiques, dans le vide infini du ciel. Une fois, une petite fille, en ouvrant un fruit des colonies très gros, il en était sorti une bête verte, qui l'avait piquée, et puis ça l'avait fait mourir. C'est ma petite amie Antoinette, 6 ans et moi 7, qui me raconte cette histoire à propos d'un abricot que nous venons d'ouvrir pour le partager. Nous sommes au fond de son jardin, au beau mois de juin, sous un abricotier touffu, assis à nous toucher sur le même tabouret,
dans une maison grande comme une ruche d'abeilles, que pour notre usage personnel, nous avons construite nous-mêmes, avec de vieilles planches, et couverte avec des nattes exotiques, ayant jadis emballé du café des Antilles. À travers notre toit, en grossier tissu de paille, des petits rayons de soleil tombent sur nous. Ils dansent sur nos tabliers blancs, sur nos figures, à cause des feuilles de l'arbre voisin qu'une brise chaude remue. Pendant 2 étés, pour le moins, ce fut notre amusement préféré, de bâtir ainsi des maisons de Robinson dans des coins qui nous paraissaient solitaires, et de nous y asseoir, bien cachés, pour faire nos causeries. Dans l'histoire de la petite fille, piquée par une bête, ce passage à lui seul m'avait subitement jeté dans une rêverie. Un fruit des colonies très gros. Et une apparition m'était venue d'arbres, de fruits étranges, de forêts peuplées d'oiseaux merveilleux. Oh, ce qu'il avait de troublant et de magique dans mon enfance, ce simple mot, les colonies, qui en ce temps-là désignait pour moi l'ensemble des lointains pays chauds, avec leurs palmiers, leurs grandes fleurs, leurs nègres, leurs bêtes, leurs aventures. De la confusion que je faisais de ces choses se dégageait un sentiment d'ensemble absolument juste, une intuition de leur morne splendeur et de leur ramollissante mélancolie. Je crois que le palmier me fut rappelé pour la première fois par une gravure des jeunes naturalistes de Madame Muliac-Trémadeur, un de mes livres d'étrennes dont je me faisais lire des passages le soir. Les palmiers de serre n'étaient pas encore venus dans notre petite ville en ce temps-là. Le dessinateur avait représenté 2 de ces arbres inconnus au bord d'une plage sur laquelle des nègres passaient. Dernièrement, j'ai eu la curiosité de revoir cette image initiatrice dans le pauvre livre jauni, piqué par l'humidité des hivers, et vraiment je me suis demandé comment elle aurait pu faire naître le moindre rêve en moi, si ma petite âme n'eût été pétrie de ressouvenirs. Oh, les colonies! Comment dire tout ce qui cherchait à s'éveiller dans ma tête au seul appel de ce mot? Un fruit des colonies, un oiseau de là-bas, un coquillage, devenaient pour moi tout de suite des objets presque enchantés. Il y avait une quantité de choses des colonies chez cette petite Antoinette. Un perroquet, des oiseaux de toutes couleurs dans une volière, des collections de coquilles et d'insectes. Dans les tiroirs de sa maman, j'avais vu de bizarres colliers de graines pour parfumer. Dans ses greniers, où quelquefois nous allions fureter ensemble, on trouvait des peaux de bêtes, des sacs singuliers, des caisses sur lesquelles se lisaient encore des adresses de villes des Antilles. Et une vague senteur exotique persistait dans sa maison entière. Son jardin, comme je l'ai dit, n'était séparé de nous que par des murs très bas, tapissés de rosiers et de jasmin. Et un grenadier de chez elle, grand arbre centenaire, nous envoyait ses branches, semait dans notre cour à la saison ses pétales de corail. Souvent nous causions à la cantonade, d'une maison à l'autre. « Est-ce que je peux venir m'amuser, dis ? Ta maman veut-elle ? » ?»« Non, parce que j'ai été méchante. Je suis en pénitence. » Ça lui arrivait souvent. Alors je me sentais très déçue, mais moins encore à cause d'elle, je dois l'avouer, qu'à cause du perroquet et des choses exotiques. Elle-même y était née aux colonies, cette petite Antoinette. Et, comme c'était curieux, elle n'avait pas l'air de comprendre le prix de cela. Elle n'en était pas charmée, elle s'en souvenait à peine. Moi qui aurais donné tout au monde pour avoir eu, une seule fois, dans les yeux, un reflet même furtif de ces contrées si éloignées, si inaccessibles, je le sentais bien. Avec un regret presque angoissant, avec un regret d'Ouistiti en cage, je songeais, hélas, que dans ma vie de pasteur, si longue que je pusse la supposer, je ne les verrais jamais, jamais.
Je vais dire le jeu qui nous amusa le plus, Antoinette et moi, pendant ces deux mêmes délicieux étés. Voici. Au début, on était des chenilles. On se traînait par terre, péniblement, sur le ventre et sur les genoux, cherchant des feuilles pour manger. Puis bientôt on se figurait qu'un invincible sommeil vous engourdissait les sens et on allait se coucher dans quelque recoin sous des branches. La tête recouverte de son tablier blanc, on était devenus des cocons, des chrysalides. Cet état durait plus ou moins longtemps, et nous entrions si bien dans notre rôle d'insectes en métamorphose qu'une oreille indiscrète eût pu saisir des phrases de ce genre, échangées entre nous sur un ton de conviction complète. « Penses-tu que tu t'envoleras bientôt ?»« Oh, je sens que ça ne sera pas long cette fois. Dans mes épaules, déjà, ça se déplie. » Ça, naturellement, c'étaient les ailes. Enfin, on se réveillait. On s'étirait, en prenant des pauses et sans plus rien se dire, comme pénétré du grand phénomène de la transformation finale. Puis, tout à coup, on commençait des courses folles, très légères, en petits souliers minces toujours. À deux mains, on tenait les coins de son tablier de bébé. On agitait tout le temps manière d'aile. On courait, se poursuivant, se fuyant, se croisant en courbes brusques et fantasques. On allait sentir de près toutes les fleurs, imitant le continuel empressement des phalènes. Et on imitait leur bourdonnement aussi, en faisant « ouh, ouh, ouh », la bouche à demi fermée et les joues bien gonflées d'air. Les papillons, ces pauvres papillons de plus en plus démodés de nos jours, ont joué un rôle de longue haleine dans ma vie d'enfant. Je suis confus de l'avouer, et avec eux les mouches, les scarabées, les demoiselles, toutes les bestioles des fleurs et de l'herbe. Bien que cela me fît de la peine de les tuer, j'en composais des collections, et on me voyait constamment la papillonnette en main. Ceux qui volaient dans ma cour, à part quelques égarés venus de la campagne, n'étaient pas très beaux, il est vrai. Mais j'avais le jardin et les bois de la Limoise qui, tout l'été, constituaient pour moi des territoires de chasse pleins de surprises et de merveilles. Pourtant, les caricatures de Topfer sur ce sujet me donnaient à réfléchir. Et quand Lucette, me rencontrant avec quelques papillons au chapeau, m'appelait de son air incomparablement narquois « Monsieur Cryptogame !» Cela m'humiliait beaucoup. La pauvre vieille grand-mère aux chansons allait mourir. Nous étions auprès de son lit, tous, à la tombée d'un jour de printemps. Il y avait à peine 48 heures qu'elle était alitée, mais, à cause de son grand âge, le médecin avait déclaré que c'était pour elle la fin très prochaine. Son intelligence venait tout à coup de s'éclaircir. Elle ne se trompait plus dans nos noms. Elle nous appelait, nous retenait près d'elle d'une voix douce et posée. Sa voix de jadis, probablement, que je ne lui avais jamais connue. Debout à côté de mon père, je promenais mes yeux sur l'aïeule mourante et sur sa modeste grande chambre aux meubles anciens. Je regardais surtout ces tableaux des murs, représentant des fleurs dans des vases. Oh, ces aquarelles qui étaient chez grand-mère, pauvre petite chose naïve, elle portait toute cette dédicace, bouquet à ma mère, et au-dessous, une respectueuse poésie à elle dédiée. Un quatrain qu'à présent je savais lire et comprendre. Et c'étaient des œuvres d'enfance ou de première jeunesse de mon père, qui à chaque anniversaire de fête embellissaient ainsi l'humble logis d'un tableau nouveau. Pauvre petite chose naïve, comme elle témoignait bien de cette vie si modeste d'alors, et de cette sainte intimité du fils avec la mère. Au vieux temps, après les grandes épreuves, au lendemain des terribles guerres, des corsaires anglais et des brûlots, pour la première fois peut-être, je songeais que grand-mère avait été jeune, que sans doute, avant ce trouble survenu dans sa tête, mon père l'avait chérie comme moi je chérissais maman,
et que son chagrin de la perdre allait être extrême. J'avais pitié de lui, et je me sentais plein de remords pour avoir ri des chansons, pour avoir ri des causeries avec l'image de miroir. On m'envoya en bas, sous différents prétextes. On me tint constamment éloignée pendant la fin de la journée, sans que je comprisse pourquoi. Puis on me conduisit chez nos amis, les D, pour dîner avec Lucette. Mais quand je fus ramenée par ma bonne vers 8h30, je voulus monter tout droit chez grand-mère. Dès l'abord, je fus frappée de l'ordre parfait qui était rétabli dans les choses, de l'air de paix profonde que cette chambre avait pris. Dans la pénombre du fond, mon père était assis immobile, au chevet du lit, dont les rideaux ouverts se drapaient correctement, et sur l'oreiller, bien au milieu, j'apercevais la tête de ma grand-mère endormie. Sa pose avait je ne sais quoi de trop régulier, de définitif pour ainsi dire, d'éternel. À l'entrée, presque à la porte, ma mère et ma sœur travaillaient de chaque côté d'une chiffonnière, à la place qu'elles avaient adoptée pour veiller, depuis que grand-mère était malade. Sitôt que j'avais paru, elle m'avait fait signe de la main. Doucement, doucement, pas de bruit, elle dort. L'abat-jour de leur lampe projetait la lumière plus vive sur leur ouvrage, qui était un fouillis de petits carrés de soie, verts, bruns, jaunes, gris, et où je reconnaissais des morceaux de leurs anciennes robes ou de leurs anciens rubans du chapeau. Dans le premier moment, je crus que c'étaient des objets qu'il était d'usage de préparer ainsi pour les personnes mourantes. Mais comme je questionnais tout bas, un peu inquiet, elles m'expliquèrent, c'était simplement des sachets qu'elles taillaient et qu'elles allaient coudre pour une vente de charité. Je leur dis qu'avant de me coucher, je voulais m'approcher de grand-mère pour essayer de lui souhaiter le bonsoir. Et elles me laissèrent faire quelques pas vers le lit. Mais comme j'arrivais au milieu de la chambre, se ravisant subitement après un coup d'œil échangé, « Non, non, dirent-elles à voix toujours basse, reviens, tu pourrais la déranger. » Du reste, je venais de m'arrêter de moi-même, saisie et glacée. J'avais compris. Malgré l'effroi qui me clouait sur place, je m'étonnais que grand-mère fût si peu désagréable à regarder. N'ayant encore jamais vu de mort, je m'étais imaginé jusqu'à ce jour que l'âme étant partie, ils devaient faire tous, dès la première minute, un grimacement décharné, inexpressif, comme les têtes de squelettes. Et au contraire, elle avait un sourire infiniment tranquille et doux. Elle était jolie toujours, et comme rajeunie, en pleine paix. Alors passa en moi une de ces tristes petites lueurs d'éclairs qui traversent quelquefois la tête des enfants, comme pour leur permettre d'interroger d'un furtif coup d'œil des amis entrevus. Et je me fis cette réflexion. Comment grand-mère pourrait-elle être au ciel? Comment comprendre ce dédoublement-là, puisque ce qui reste pour être enterré est tellement elle-même et conserve, hélas, jusqu'à son expression. Après, je me retirai sans questionner personne, le cœur serré et l'âme désorientée, n'osant pas demander la confirmation de ce que j'avais deviné si bien, et préférant ne pas entendre prononcer le mot qui me faisait peur. Longtemps, les petits sachets en soie restèrent liés pour moi à l'idée de la mort. Je retrouve dans ma mémoire les impressions encore pénibles, angoissantes presque, si j'y concentre mon esprit, d'une maladie assez grave que je fis vers ma 8e année. Cela s'appelait la fièvre scarlatine, m'avait-on dit, et ce nom lui-même me semblait avoir une physionomie diabolique. C'était à l'époque âpre et mauvaise des giboulées de mars, et, chaque soir, quand la nuit tombait, si par hasard ma mère n'était pas là, bien près, une détresse me prenait au fond de l'âme.
Encore cette oppression des crépuscules que les animaux ou les êtres compliqués comme je suis éprouvent à un degré presque égal. Mes rideaux ouverts laissaient voir au premier plan toujours la même petite table attristante, avec des tasses de tisane, des fioles de remède. Et tandis que je regardais cet attirail de malades, qui s'assombrissait, devenait plus vague, se déformait sur le fond obscurci de la chambre silencieuse, c'était dans ma tête un défilé d'images dépareillées, morbides, inquiétantes. De soirs successifs, je fus visité entre chien et loup, dans mon demi-assoupissement de fièvre, par des personnages différents qui me causèrent une extrême terreur. D'abord, une vieille dame, bossue et très laide, d'une laideur doucereuse, qui s'approcha de moi sans faire de bruit, sans que j'aie entendu la porte s'ouvrir, sans que j'aie vu les personnes qui me veillaient se lever pour la recevoir. Elle s'éloigna tout aussitôt, avant de m'avoir seulement parlé. Mais en se retournant, elle me présenta sa bosse. Or, cette bosse était percée à la pointe, et il en sortait la figure verte d'une perruche, que la dame avait dans le corps et qui me dit « Coucou » d'une petite voix de guignol en sourdine lointaine, puis qui rentra dans le vieux dos affreux. Oh, quand j'entendis ce coucou, une sueur froide me perla au front. Mais tout venait de s'évanouir, et je compris moi-même que c'était un rêve. Le lendemain parut un monsieur, long et mince, en robe noire comme un prêtre. Il ne s'approcha pas de moi, celui-là, mais il se mit à tourner autour de ma chambre, en rasant les murs, très vite et sans bruit, son corps tout penché en avant, ses vilaines jambes comme des bâtons, faisant raidir sa soutane pendant sa course empressée. Et comble de terreur, il avait pour tête un crâne blanc d'oiseau à long bec, qui était l'agrandissement monstrueux d'un crâne de mouette blanchi à la mer, ramassé par moi l'été précédent sur une plage de l'île. Je crois que la visite de ce monsieur coïncida avec le jour où je fus le plus malade, presque un peu en danger. Après un tour ou deux exécutés dans le même empressement et le même silence, il commença de s'élever de terre. Il courait maintenant sur les cimaises, en jouant toujours de ses jambes maigres. Puis, plus haut encore, sur les tableaux, sur les glaces, jusqu'à se perdre dans le plafond déjà envahi par la nuit. Eh bien, pendant 2 ou 3 années, l'image de ces visiteurs devait me poursuivre. Les soirs d'hiver, je repensais à eux avec crainte, en montant les escaliers qu'on n'avait pas encore l'habitude d'éclairer à cette époque. S'ils étaient là, pourtant, me disais-je, derrière des portes sournoisement entrebâillées, s'ils me guettaient l'un ou l'autre pour me courir après, si j'allais les voir paraître derrière moi, allongeant les mains de marche en marche pour m'attraper les jambes. Et vraiment, je ne suis pas bien sûre que dans ces mêmes escaliers, en y mettant un peu de bonne volonté, je n'arriverai pas à m'en inquiéter encore aujourd'hui, de ce monsieur et de cette dame. Ils ont été si longtemps à la tête de toutes mes frayeurs d'enfant, si longtemps ils ont mené le cortège de mes visions et de mes mauvais rêves. Bien d'autres apparitions sombres ont hanté les premières années de ma vie, si exceptionnellement douces pourtant. Et bien des rêveries sinistres me sont venues les soirs, impression de nuit sans lendemain, d'avenir fermé, pensée de prochaine mort, trop tenue, trop choyée, avec un certain surchauffage intellectuel. J'avais ainsi des étiolements, des amollissements subits de plantes enfermées. Il m'aurait fallu autour de moi des petits camarades de mon âge, des petites brutes écervelées et tapageuses. Et au lieu de cela, je ne jouais quelquefois qu'avec des petites filles, toujours correctes, soignées, frisées au fer, ayant des mines de petits marquis du XVIIIe siècle. Après cette fièvre si longue, au nom si méchant, je me rappelle délicieusement le jour où l'on me permit enfin de prendre l'air dehors, de descendre dans ma cour. C'était en avril, et on avait choisi pour cette première sortie une journée radieuse, un ciel rare. Sous les berceaux de jasmin et de chèvrefeuille,
j'éprouvais des impressions d'enchantement paradisiaque, d'Éden. Tout avait poussé et fleuri. À mon insu, pendant que j'étais cloîtrée, la merveilleuse mise en scène du renouveau s'était déployée sur la terre. Elle ne m'avait pas encore leurré bien des fois, cette fantasmagorie éternelle, qui berce les hommes depuis tant de siècles, et dont les vieillards seuls peut-être ne savent plus jouir. Et je m'y laissais prendre tout entier, moi, avec une ivresse infinie. Oh, cet air pur, tiède, suave, cette lumière, ce soleil, ce beau vert des plantes nouvelles, cet épaississement des feuilles donnant partout de l'ombre toute neuve, et en moi-même ces forces qui revenaient, cette joie de respirer, ce profond élan de la vie recommencée. Mon frère était alors un grand garçon de 21 ans qui avait carte blanche dans la maison pour ses entreprises. Tout le temps de ma maladie, je m'étais préoccupée d'une chose qu'il arrangeait dans la cour et que je mourais d'envie de voir. C'était au fond, dans un recoin charmant, sous un vieux prunier, un lac en miniature. Il avait fait creuser et cimenter comme une citerne. Ensuite, de la campagne, il avait fait apporter des pierres rongées et des plaques de mousse pour composer des rivages romantiques alentour, des rochers et des grottes. Et tout était achevé ce jour-là. On y avait déjà mis les poissons rouges. Le jet d'eau jouait même, pour la première fois, en mon honneur. Je m'approchais avec ravissement. Cela dépassait encore tout ce que mon imagination avait pu concevoir de plus délicieux. Et quand mon frère me dit que c'était pour moi, qu'il me le donnait, j'éprouvai une joie intime qui me sembla ne devoir finir jamais. Oh, la possession de tout cela! Quel bonheur inattendu! En jouir tous les jours, pendant ces beaux mois chauds qui allaient venir, et recommencer à vivre dehors, à s'amuser comme l'été dernier, dans tous les recoins de cette cour ainsi embellie. Je restai longtemps là, au bord de ce bassin, ne me lassant pas de regarder, d'admirer, de respirer l'air tiède de ce printemps, de me griser de cette lumière oubliée, de ce soleil retrouvé. Tandis que, au-dessus de ma tête, le vieil arbre, le vieux prunier planté jadis par quelque ancêtre et déjà un peu à bout de sève, tendait sur le bleu du ciel le rideau ajouré de ses nouvelles feuilles, et que le jet d'eau continuait son grésillement léger, à l'ombre, comme une petite musique de vielle fêtant mon retour à la vie. Aujourd'hui, ce pauvre prunier, après avoir langui de vieillesse, a fini par mourir, et son tronc seul encore debout, conservé par respect, est coiffé comme une ruine d'une touffe de lierre. Mais le bassin, avec ses rives et ses îlots, est demeuré intact. Le temps n'a pu que lui donner un air de parfaite vraisemblance. Ces pierres verdies jouent la vétusté extrême. Les vraies mousses d'eau, les petites plantes délicates des sources s'y sont acclimatées avec des joncs, des iris sauvages. Et les libellules égarées en ville viennent s'y réfugier. C'est un tout petit coin de nature agreste qui est installé là et qu'on ne trouble jamais. C'est aussi le coin du monde auquel je reste le plus fidèlement attaché. Après en avoir aimé tant d'autres, comme nulle part ailleurs, je m'y sens en paix, je m'y sens rafraîchie, retrempée de prime jeunesse et de vie neuve. C'est ma sainte Mecque à moi, ce petit coin-là. Tellement que si on me le dérangeait, il me semble que cela déséquilibrerait quelque chose dans ma vie, que je perdrais pied, que ce serait presque le commencement de ma fin. La consécration définitive de ce lieu lui est venue, je crois, de mon métier de mère, de mes lointains voyages, de mes longs exils, pendant lesquels j'y ai repensé et les revus avec amour. Il y a surtout l'une de ces grottes en miniature à laquelle je tiens d'une façon particulière. Elle m'a souvent préoccupée, à des heures d'affaissement et de mélancolie, au cours de mes campagnes. Après que le souffle d'Azraël eut passé cruellement sur nous, après nos revers de toutes sortes, pendant tant d'années tristes où j'ai vécu errant par le monde, où ma mère veuve et ma tante Claire sont restées seules à promener leurs pareilles robes noires, dans cette chère maison presque vide et devenue silencieuse comme un tombeau.
Pendant ces années-là, je me suis plus d'une fois senti serrer le cœur à la pensée que le foyer déserté, que les choses familières à mon enfance se délabraient sans doute à l'abandon. Et je me suis inquiétée, par-dessus tout, de savoir si la main du temps, si la pluie des hivers, n'allait pas me détruire la voûte frêle de cette grotte. C'est étrange à dire, mais s'il y avait eu éboulement de ces vieux petits rochers moussus, j'aurais éprouvé presque l'impression d'une lézarde irréparable dans ma propre vie. À côté de ce bassin, un vieux mur grisâtre fait lui aussi partie intégrante de ce que j'ai appelé ma sainte Mecque. Il en est, je crois, le cœur même. J'en connais, du reste, les moindres détails. Les imperceptibles lichens qui y poussent, les trous que le temps y a creusés et où des araignées habitent. C'est qu'un berceau de lierre et de chèvrefeuille y est adossé, à l'ombre duquel je m'installais jadis pour faire mes devoirs, au plus beau jour des étés. Et alors, pendant mes flâneries d'écolier peu studieux, ces pierres grises occupaient toute mon attention, avec leur infiniment petit monde d'insectes et de mousses. Non seulement je l'aime et le vénère, ce vieux mur, comme les Arabes leur plus sainte mosquée, mais il me semble même qu'il me protège, qu'il assure un peu mon existence et prolonge ma jeunesse. Je ne souffrirais pas qu'on m'y fît le moindre changement, et si on me le démolissait, je sentirais comme l'effondrement d'un point d'appui que rien ne me revaudrait plus. C'est sans doute parce que la persistance de certaines choses de tout temps connues arrive à nous leurrer sur notre propre stabilité, sur notre propre durée. En les voyant demeurer les mêmes, il nous semble que nous ne pouvons pas changer ni cesser d'être. Je ne trouve pas d'autre explication à cette sorte de sentiment presque fétichiste. Et quand je songe pourtant, mon Dieu, que ces pierres-là sont quelconques, en somme, et sortent je ne sais d'où, qu'elles ont été assemblées comme celles de n'importe quel mur, par les premiers ouvriers venus, un siècle peut-être avant qu'il fût question de ma naissance. Alors je sens combien est enfantine cette illusion que je me fais malgré moi d'une protection venant d'elles. Je comprends sur quelle instable base, composée de rien, je me figure asseoir ma vie. Les hommes qui n'ont pas eu de maison paternelle, qui tout petits ont été promenés de place en place dans des gîtes de louage, ne peuvent évidemment rien comprendre à ces vagues sentiments-là. Mais parmi ceux qui ont conservé leur foyer familial, il en est beaucoup, j'en suis sûre, qui sans se l'avouer, sans s'en rendre compte, éprouvent à des degrés différents des impressions de ce genre. En imagination, ils étayent comme moi leur propre fragilité sur la durée relative d'un vieux mur de jardin aimé depuis l'enfance, d'une vieille terrasse toujours connue, d'un vieil arbre qui n'a pas changé de forme. Et peut-être, hélas, avant eux, les mêmes choses avaient déjà prêté leur même protection illusoire à d'autres, à des inconnus maintenant retournés à la poussière, qui n'étaient seulement pas de leur sang, pas de leur famille. C'est après cette grande maladie, vers le milieu de l'été, que se place mon plus long séjour dans l'île. On m'y avait envoyé avec mon frère et avec ma sœur, qui était alors pour moi comme une autre mère. Après un arrêt de quelques jours chez nos parentes de Saint-Pierre-d'Oléron, ma grand-tante Claire et les deux vieilles demoiselles ses filles, nous étions allés demeurer tous trois, seuls à la Grand-Côte, dans un village de pêcheurs absolument ignoré et perdu en ce temps-là. La Grand-Côte, ou la Côte sauvage, est toute cette partie de l'île qui regarde le large, les infinis de l'océan. Partie sans cesse battue par les vents d'ouest. Ces plages s'étendent sans aucune courbure, droites, infinies, et les brisants de la mer, arrêtés par rien, aussi majestueux qu'à la côte saharienne, y déroulent sur des lieues de longueur, avec de grands bruits, leurs tristes volutes blanches. Région âpre, avec des espaces déserts, région de sable où de petits arbres, des chênes verts nains s'aplatissent à l'abri des dunes. Une flore spéciale, étrange, et tout l'été une profusion d'œillets roses qui embaument. 2 ou 3 villages seulement, séparés par des solitudes,
village aux maisonnettes basses, aussi blanches de chaux que des casbahs d'Algérie, et entouré de certaines espèces de fleurs qui peuvent résister au vent marin. Des pêcheurs bruns y habitent, race vaillante et honnête, restée très primitive à l'époque dont je parle, car jamais baigneur n'était venu dans ces parages. Sur un vieux cahier oublié où ma sœur avait écrit, à ma manière absolument, ses impressions de cet été-là, je trouve ce portrait de notre logis. C'était au milieu du village, sur la place, chez monsieur le maire, car la maison de monsieur le maire avait 2 ailes, bien étendues, sans mesurer l'espace. Elle éclatait au soleil, éblouissante de chaud. Ses contrevents massifs, tenus par des gros crochets de fer, étaient peints en vert foncé suivant l'usage de l'île. Un parterre était planté en guirlandes tout alentour, poussant vigoureusement dans le sable, des belles de jour qui dépassaient de leurs jolies têtes jaunes, roses ou rouges, des fouillis de réséda, et qui s'épanouissaient à midi avec une douce odeur d'oranger. En face, un petit chemin creux ensablé descendait rapidement à la plage. De ce séjour à la Grande-Côte date ma première connaissance vraiment intime avec les varechs, les crabes, les méduses, les 1000 choses de la mer. Et ce même été vit aussi mon premier amour, qui fut pour une petite fille de ce village. Mais ici encore, pour que le récit soit plus fidèle, je laisse la parole à ma sœur, et dans le vieux cahier, je copie simplement. À la douzaine, tous bruns et hâlés, trottinant avec leurs petits pieds nus, ils, les enfants des pêcheurs, suivaient Pierre, ou bravement le précédaient, se retournant de temps à autre et écarquillant leurs beaux yeux noirs. C'est qu'à cette époque, un petit monsieur, c'était chose assez rare dans le pays pour qu'il valût la peine de se déranger. Par le sentier creux, ensablé, Pierre descendait ainsi chaque jour à la plage accompagné de son cortège. Il courait aux coquilles, qui étaient ravissantes sur cette partie de la côte, jaunes, roses, violettes, de toutes les couleurs vives et fraîches, de toutes les formes les plus délicates. Il en trouvait qui faisaient son admiration. Et les petits, toujours silencieux, qui suivaient, lui en apportaient aussi plein leurs mains, sans rien dire. Véronique était une des plus assidues, à peu près de son âge, un peu plus jeune peut-être, 6 ou 7 ans. Un petit visage doux et rêveur, au teint mat, avec 2 admirables yeux gris. Tout cela abritait sous une grande quichenotte blanche. Quichenotte, un très vieux mot du pays, désignant une très vieille coiffure, espèce de béguin cartonné, qui s'avance comme les cornettes des bonnes sœurs pour abriter du soleil. Véronique se glissait tout près de Pierre, finissait par s'emparer de sa main et ne la quittait plus. Ils marchaient comme les bébés qui se plaisent, se tenant ferme à pleins doigts, ne parlant pas et se regardant de temps en temps. Puis, un baiser par-ci, par-là. « Voudrais bien vous biser. Je voudrais bien vous embrasser, » disait-elle en lui tendant ses petits bras avec une tendresse touchante. Et Pierre se laissait embrasser, et le lui rendait bien fort sur ses bonnes petites joues rondes. Petite Véronique courait s'asseoir à notre porte le matin, dès qu'elle était levée. Elle s'y tenait tapie comme un gentil caniche et elle attendait. Pierre, en s'éveillant, pensait bien qu'elle était là. Pour elle, il se faisait matinal. Vite, il fallait se laver, peigner ses cheveux blonds, et il courait retrouver sa petite amie. Ils s'embrassaient et se parlaient de leurs trouvailles de la veille. Quelquefois même, Véronique, avant de venir là s'asseoir, avait déjà fait un tour à la plage et rapportait des merveilles cachées dans son tablier. Un jour, vers la fin d'août, après une longue rêverie, pendant laquelle il avait sans doute pesé et résolu les difficultés provenant des différences sociales, Pierre dit « Véronique, nous nous marierons tous deux. Je demanderai la permission à mes parents, là-bas. » Puis ma sœur raconte ainsi notre départ.
Au 15 septembre, il fallut quitter le village. Pierre avait fait des monceaux de coquilles, d'algues, d'étoiles, de cailloux marins. Insatiable, il voulait tout emporter. Et il rangeait cela dans des caisses. Il empaquetait avec Véronique qui l'aidait de tout son pouvoir. Un matin, une grande voiture arriva de Saint-Pierre pour nous chercher, ameutant le village paisible par ses bruits de grelots et ses coups de fouet. Pierre y fit mettre avec sollicitude ses paquets personnels, et nous y prîmes place tous trois. Ses yeux, déjà pleins de tristesse, regardaient par la portière le chemin creux ensablé par lequel on descendait à la plage, et sa petite amie qui sanglotait. Et enfin je transcris, textuellement aussi, cette réflexion de ma sœur que je trouve à cette même date d'été, au bas du cahier déjà fané par le temps. Alors je me sentis prise, et non point pour la première fois sans doute, d'une rêverie inquiète en regardant Pierre. Je me demandais, que sera-ce de cet enfant? Que sera-ce aussi de sa petite amie, dont la silhouette apparaît persistante au bout du chemin? Qu'y a-t-il de désespérance dans ce tout petit cœur? Qu'y a-t-il d'angoisse en présence de cet abandon? Que sera-ce de cet enfant? Oh mon Dieu, rien autre chose que ce qui en a été ce jour-là. Dans l'avenir, rien de moins, rien de plus. Ces départs, ces emballages puérils de 1000 objets sans valeur appréciable. Ce besoin de tout emporter, de se faire suivre d'un monde de souvenirs. Et surtout ces adieux à des petites créatures sauvages, aimées peut-être précisément parce qu'elles étaient ainsi. Ça représente toute ma vie, cela. Les 2 ou 3 journées que dura le voyage de retour, arrêt compris chez nos vieilles tantes de l'île, me semblèrent d'une longueur sans fin. L'impatience d'embrasser maman montait le sommeil. Près de 2 mois passés sans la voir. Ma sœur, en ce temps-là, était bien la seule personne au monde qui pût me faire supporter une séparation si longue. Quand nous fûmes de retour sur le continent, après 3 heures de route depuis la plage où une barque nous avait déposés, quand la voiture qui nous ramenait franchit les remparts de la ville, j'aperçus enfin ma mère qui nous attendait. Je revis son regard, son bon sourire. Et dans les lointains du temps, c'est une des images très nettes et à jamais fixées que je retrouve, de son cher visage encore presque jaune, de ses chers cheveux encore noirs. En arrivant à la maison, je courus visiter mon petit lac et ses grottes, puis le berceau derrière lui adossé au vieux mur. Mais mes yeux venaient de s'habituer longuement à l'immensité des plages et de la mer. Alors tout cela me parut rapetissé, diminué, enfermé, triste. Et puis les feuilles avaient jauni. Je ne sais quelle impression hâtive d'automne était déjà dans l'air, pourtant très chaud. Avec crainte, je songeais aux jours sombres, et froids qui allaient revenir, et très mélancoliquement je me mis à déballer dans la cour mes caisses d'algues ou de coquillages, pris d'un regret désolé de ne plus être dans l'île. Je m'inquiétais aussi de Véronique, de ce qu'elle ferait seule pendant l'hiver, et tout à coup un attendrissement jusqu'aux larmes me vint au souvenir de sa pauvre petite main halée de soleil, qui ne serait plus jamais dans la mienne.